Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Paul Servet. Il y a un peu plus d'un demi-siècle, René Etiamble publiait, dans le style si caractéristique qui est le sien, un petit livre sobrement intitulé « Connaissons-nous la Chine ?» La contribution de Thierry Marx s'y réfère. Celle de Yingong Duan le restitue dans l'œuvre sinologique de son auteur. On pourrait naturellement penser que du chemin a été parcouru en la matière. À l'époque, la Chine était relativement fermée au monde extérieur. Le rideau de bambou ne semblait pas près de se lever. Les informations vérifiables filtrant du continent chinois étaient rares et adversaires comme défenseurs de la jeune République populaire de Chine et de ses acteurs principaux s'affrontaient de manière parfois, verbalement ou non, brutale. Un demi-siècle plus tard, et bien que la Chine soit régulièrement à la une de la presse généraliste comme des publications spécialisées, on peut se demander si la question posée par René Etiamble n'est pas plus que jamais d'actualité. Bien sûr, les années 1960 et 1970 ont véritablement constitué un tournant dans la tonalité des relations entre la Chine et l'Occident. D'une part, elle passe, entre 1971 et 1979, de la fermeture radicale à une ouverture prudente, qui ne fera que s'amplifier au début du troisième millénaire, malgré la pause induite par les événements de Tiananmen en 1989. D'autre part, elle voit se multiplier les canaux de transmission d'informations entre la Chine et le monde, de même que les contacts interpersonnels, que ce soit dans le milieu des affaires ou dans celui des universités. Pour autant, la qualité et la fiabilité de cette masse d'informations en expansion continuelle peuvent-elles toujours être garanties ? Toute une série de dossiers chauds, de ce début de la troisième décennie du XXIe siècle, de la crise du coronavirus aux crises de Hong Kong et du Xinjiang, impose de se poser la question. Peut-être, après tout, les pékinologues ont-ils toujours de beaux jours devant eux ? C'est que, à 50 ans de distance, la place prise par la Chine dans le système mondialisé et l'ascension pacifique qu'elle revendique impressionnent, mais deuxième puissance économique mondiale, elle n'est plus seulement l'atelier du monde et se présente comme un géant technologique et scientifique, capable de lancer des projets d'infrastructures de grande envergure tels le One Belt, One Road, mais sur le plan régional, elle s'affirme comme la première puissance, alors que, par ailleurs, elle joue pleinement son rôle de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies et son investissement dans le soft power, notamment par le biais des instituts Confucius, ne cesse de croître, et cette multiplication des mais est peut-être le signe, comme le suggérait déjà Etiamble, que loin de connaître la Chine, nous continuons à la méconnaître. De fait, les défis auxquels elle est confrontée restent immenses, autant que la taille de ce continent et de cette population, et chacun est susceptible d'affecter notre connaissance de la Chine. Il touche évidemment à la démographie et au vieillissement induit par les politiques démographiques pratiquées à partir de la fin des années 1970. Il touche également, sans que cette liste soit exhaustive, à la dégradation multifacette de son environnement, à l'accroissement des inégalités entre régions et entre groupes sociaux, à la sécurité de son approvisionnement en matières premières et en produits alimentaires, aux questions géostratégiques régionales, aux interrogations sur la coexistence d'un système économique ultralibéral et d'un système politique qui l'est moins. Deux dossiers, l'un plus général, l'autre plus focalisé, structure ce volume et tente, chacun à sa façon et comme toujours pour cette collection, sans prétention à l'exhaustivité, de suggérer l'une ou l'autre piste de réflexion sur cette information de Chine parvenant en Occident. Le premier débute par la réflexion fondamentale de Thierry Marx, qui tente de cerner ce qu'il faut entendre par connaître la Chine. Il s'interroge sur l'actualité, voire la pertinence, de la question « Connaissons-nous la Chine ?» et sur la possibilité d'aller au-delà de cette éventuelle connaissance. Il articule sa réflexion en 4 étapes. La première envisage le binôme connaître et comprendre, qu'il aborde d'abord de manière générale, puis en s'appuyant de manière plus spécifique sur le débat opposant Jean-François Bilter et François Julien d'une part à propos du postulat de l'altérité radicale de la Chine adopté par Julien, d'autre part à propos de la posture ambiguë de ce dernier entre philosophie et sinologie. Dans une deuxième étape, c'est la notion d'acceptation, telle que développée par le philosophe Zhao Tingyang qui retient son attention, complétée par le concept retravaillé de Tianxia et ses possibles applications contemporaines.
L'acceptation permettrait de nous nouer une relation avec l'autre. La relation est au cœur de la troisième étape de sa réflexion. Il l'examine à la lueur des travaux d'Édouard Glissant, qu'il compare à ceux de Zhao. Quant à la quatrième étape, c'est à la notion de résonance qu'elle s'attache à la suite de Renat Behait et de Hartmut Rosa. Quoi qu'il en soit, connaissance, compréhension, acceptation, relation, voire plus, passent nécessairement par le truchement d'individus ou d'institutions, qui font office de passeurs entre mondes plus ou moins connectés. Ainsi, la contribution de Yingong Duan s'attache à l'œuvre de René Etiamble, un des grands passeurs entre Chine et Europe. C'est d'abord son esprit universel qu'elle souligne, repérable dans toutes ses productions de « Connaissons-nous la Chine ?», à l'Europe chinoise, en passant par de multiples études sur les apports de la Chine aux arts et à la culture européenne. C'est ensuite sa probité intellectuelle qu'elle accentue, que ce soit à propos de la réception du taoïsme en Europe ou des révélations de Simon Less qui le bouleversent, le désespèrent mais le rassérènent aussi. Enfin, c'est la sympathie foncière d'Etiamble pour la Chine et le peuple chinois qu'elle évoque, à l'occasion du voyage qu'il effectue en Chine en 1958. C'est aussi à un voyage que s'attache la contribution de Shi Linshu, celui de Roland Barthes au printemps 1974 en compagnie de 4 autres membres du groupe tel quel. Organisé, encadré, ce voyage s'avère à la fois impressionnant et décevant pour les 5 Français, qui y réagiront ultérieurement de manière diversifiée. Du court essai publié dans le journal Le Monde à la publication bien plus tardive des carnets en passant par le séminaire de l'EHESS, elle constate que si la Chine est bien présente dans ses publications, c'est surtout Barthes lui-même que ses lecteurs fidèles y retrouveront. Ce qui illustre très concrètement, et peut-être un peu trop au goût de son auteur, une petite phrase attribuée à Simon Less, très critique de l'essai de 1974. Qui parle de Chine, parle de soi. C'est d'une toute autre entreprise, et d'un autre poids, dont il est question dans la contribution de Michel Masson sur les China News Analysis, publiée de 1953 à 1998. Il est vrai que le P. Ladislas Ladany, jésuite hongrois arrivé en Chine en 1940 et réfugié à Hong Kong en 1949, a d'autres compétences et d'autres visées que Roland Barthes. Il s'agit de tenter, dans un premier temps à l'attention d'un public essentiellement missionnaire et catholique, dans un deuxième temps à l'attention d'un public élargi à des gouvernements, des universités, des journaux, des entreprises, de comprendre ce qui se passe en Chine. Pour atteindre cet objectif, le P. Ladany dépouille systématiquement la presse écrite de Chine populaire et, sur cette base, constitue 2 fichiers essentiellement biographiques mettant en lumière les réseaux à l'œuvre et les résultats des politiques entreprises. L'ensemble devient une référence abondamment utilisée, si pas toujours explicitement créditée. Le départ du P. Ladany en 1983 ouvre une nouvelle étape de l'entreprise, poursuivie cette fois par une équipe avec les mêmes méthodes, mais dans un contexte de plus en plus différent. Lentement, mais sûrement, la masse d'informations en provenance de Chine et la multiplication des China Watchers amènent les China News Analysis à mettre la clé sous la paillasson, en 1998. Mais comme le note Michel Masson, le China Watching est toujours d'actualité, et les China News Analysis ont plusieurs réincarnations. Quant aux contributions d'Andreas Télé et de Jean-Christophe Defraigne, ce ne sont plus des passeurs qu'elles abordent, mais des domaines. La réception du taoïsme en Occident pour le premier, les difficultés d'appréhension de la performance économique chinoise pour le second. Andreas Télé, après l'évocation de la reprise d'un texte du Laozi par les Beatles en 1968, adopte un angle d'approche centré sur la nourriture. Après en avoir rappelé le caractère essentiel, voire spirituel et philosophique pour le monde chinois, il souligne combien le rapport des taoïstes envers la nourriture est source de nombreux exemples ou anecdotes illustrant soit une situation spécifique, soit un idéal spirituel. Il passe ensuite en revue un certain nombre de publications introduisant au taoïsme en Occident, qu'il s'agisse de traductions, nouvelles ou rééditées et commentées, ou encore de réflexions sur la pensée orientale et de leur influence sur différents artistes, voire sur le président Xi lui-même. Jean-Christophe Defraigne, quant à lui, s'interroge sur les difficultés que rencontre le chercheur soucieux d'analyser et interpréter l'évolution économique de la Chine, et sur les causes de l'absence de données économiques fiables qu'il relève. C'est d'abord les difficultés dans la construction de l'appareil d'État chinois,
dès la chute de l'Empire qu'il évoque. Ce sont ensuite les causes, les conséquences et l'impact du grand bond en avant qui viennent soutenir le raisonnement. En troisième lieu, comme il l'écrit, l'ouverture économique et la transition vers le capitalisme affectent à leur tour la qualité des données collectées, ce qui l'illustre par deux exemples. D'une part pour ce qui est des problèmes environnementaux et médico-sociaux, d'autre part pour ce qui touche à l'évaluation de l'internationalisation des firmes chinoises. En conclusion, les difficultés d'obtenir des données économiques fiables lui semblent attribuables à la fois à des causes structurelles, historiques, politiques auxquelles il ne voit pas de solution immédiatement applicable. Si pour ce premier dossier, le propos n'est pas exclusivement historique dans la mesure où il mobilise également économistes, spécialistes de la littérature, philosophes, il n'en reste pas moins que, pratiqué par des historiens ou non, l'histoire y occupe une place de choix. C'est bien sûr le cas de René Etiamble. Mais bon nombre d'historiens auraient pu être évoqués dans ce dossier, qu'il s'agisse de Joseph Needham et de son projet monumental Science and Civilization in China, s'étendant sur un demi-siècle, de John K. Fairbank et ses très nombreuses publications, ou encore de Jacques Gernet et plus proche de nous, de Timothy Brook ou de Pierre-Étienne Will. En soi, emprunter la voie de l'histoire pour mieux connaître la Chine n'aurait rien qui soit susceptible de choquer Etiamble, qui n'hésite pas à affirmer dans son petit livre de 1964, exemple à l'appui, qu'une meilleure connaissance de la Chine passe nécessairement par une meilleure connaissance de son histoire. Consacrer un deuxième dossier plus spécifiquement à l'écriture de l'histoire de la Chine ne semblait pas hors de propos. C'est que l'écriture de l'histoire de la Chine est une tradition multiséculaire en Occident et multimillénaire, évidemment en Chine même. Le père de l'histoire de la Chine, Séouma Tae-Sin, n'écrit-il pas au 1er siècle avant notre ère, laissant par la suite une longue lignée de disciples. Quant aux auteurs occidentaux, si l'on met à part Marco Polo au statut très spécifique, on peut mentionner de nombreux auteurs jésuites, notamment le père du Halde, sans pour autant omettre des savants marqués par une discipline qui se constitue tout au long du XIXe siècle, par exemple, et pour nous limiter à la France au XIXe comme au XXe siècle, Henri Cordier et René Grousset ou Paul de Miéville. L'histoire de la Chine écrite par les Occidentaux peut-elle faire abstraction de l'écriture occidentale de l'histoire en général ? Sans doute non. Or l'histoire de l'Occident, passant au XIXe siècle, de l'histoire romantique à une histoire scientifique appuyée sur sources et témoignages de plus en plus divers, a souvent été bien en peine d'appliquer simplement la recommandation de Léopold von Ranke, restituer le passé, Wie et eigentlich gewesen. Les considérations politiques, les moments et courants intellectuels, les circonstances économiques et sociales ont été autant de facteurs orientant le travail des historiens, marqués tantôt par le libéralisme, au sens du XIXe siècle, tantôt par le matérialisme ou encore le nationalisme, voire le racisme. Cette diversité de cadres conceptuels, de théories interprétatives, voire simplement de contextes économiques, politiques, sociaux, scientifiques ou technologiques, n'a pas manqué d'orienter le travail des historiens en général, a fortiori pour l'histoire des relations du monde occidental avec les autres régions du monde et naturellement pour l'histoire des parties du monde hors d'Europe, dont le monde chinois. Ce qui s'est exprimé par de multiples positionnements ou questionnements, et de nombreux débats. Parmi les premiers, on peut certainement rappeler le rapport China and the Writing of the World History in the West, présenté par Gregory Blue, University of Victoria, BC, lors du 19e Congrès international des sciences historiques d'Oslo en août 2000. En une quarantaine de pages très denses, appuyées sur une bibliographie de 12 pages, il s'efforce d'identifier la place faite par les historiens occidentaux à la Chine du Moyen Âge à nos jours et leurs différentes manières de l'intégrer dans un grand récit mondial. Pour son propos, il convoque des auteurs aussi différents que Bossuet, Voltaire, Montesquieu, Herder, Hegel, Comte, Ranke, Gobineau, Ratzel, puis Weber, évidemment Spengler et Toynbee, mais aussi Needham, Wallerstein, Brodel et bien d'autres. À 20 ans de distance, cette question pourrait sembler dépassée, voire obsolète. À lire certains ouvrages récents, ce ne semble pourtant pas vraiment le cas. Ainsi Jack Goody, il y a peu, n'hésitez pas à parler du vol de l'histoire perpétré par des historiens occidentaux au détriment des peuples et civilisations extra-européens, leur imposant à la fois chronologie et catégorie conceptuelle. Et la mise en chantier de projets d'histoire globale ou mieux d'histoire connectée,
par exemple à l'instar de Sanjay Subramaniam, Collège de France et UCLA, ou de Timothy Brook, UBC, ne suffit pas nécessairement à éradiquer clichés, stéréotypes, poncifs ou biais méthodologiques. Par ailleurs, alors que la réflexion fondatrice d'Edward Said, il y a déjà 40 ans, qui dénonçait l'invention de l'Orient par les Occidentaux et soulignait le rapport de pouvoir à l'œuvre dans cette écriture, a pu être nuancée, voire contestée, plus particulièrement quant à son application au monde chinois. Il n'en reste pas moins que l'histoire des cultures et civilisations non européennes, et la Chine ne fait pas exception, semble constituer un réservoir inépuisable d'histoire, mobilisé aussi bien en Occident qu'en Orient. On peut se souvenir du dessin animé de Disney sur la légende de Mulan, ou du film Hiro de Zhang Yimou, ou encore de La Cité des douleurs, de Wu Xiaoxian. Les exemples sont innombrables et suscitent souvent le débat, pour ne pas dire la controverse. La question qui est alors posée n'est plus celle de la place de la Chine dans l'histoire mondiale, mais plutôt celle des usages, occidentaux comme orientaux, de l'histoire de la Chine et de son écriture. Si l'écriture occidentale de l'histoire de la Chine peut être contestée et questionnée, cette même écriture de l'histoire de la Chine, en Orient cette fois, peut elle aussi faire l'objet de discussions, plus particulièrement dans un contexte où l'ingérence de la politique, comme ce fut le cas en Occident à diverses époques et pour différents thèmes, semble se faire particulièrement sentir. On peut songer à la reconfiguration du mémorial de Nankin, aux orientations données pour ce qui est de l'écriture de l'histoire du Xinjiang, comme l'évoque un article récent du journal français Le Point, mais aussi à l'insistance sur l'une ou l'autre perception spécifique de l'histoire de la Chine, comme la place de l'islam en Chine ou le déclin du bouddhisme après la période de persécution de l'époque Tang, autant de thématiques que Naomi Standen s'efforce de déconstruire. En quelques dizaines de pages, il était naturellement impossible d'aborder l'ensemble des questions que pose l'écriture de l'histoire de la Chine, ses usages, interprétations et interprétations. Mais ce sont bien elles qui ont guidé la structure de ce deuxième dossier. La réflexion est entamée par une contribution de Christina Jialin-Wu, qui remet brillamment dans le contexte à la fois des relations Orient-Occident et des usages de l'histoire deux témoignages sur les perceptions du passé récent de la Chine, qu'elles soient historiennes ou non. D'une part le concept de siècle d'humiliation, de la Chine, qui est très souvent utilisé pour étiqueter la période 1839 à 1949, Autre part la vision du réalisateur Ang Lee dans son film Lust, Caution de 2008. Elle se poursuit avec la contribution de Maxime Ladrière, qui traite du rêve d'une histoire universelle, la Chine, défi historiographique de l'Europe. S'interrogeant sur la place réservée à la Chine par l'Europe dans l'histoire, il formule l'hypothèse selon laquelle cette place demeure largement déterminée par un discours historique élaboré au XVIIIe siècle, une nouvelle histoire universelle. Au terme de sa réflexion et de son analyse, il n'hésite pas à affirmer que le récit qui s'instaure aux alentours de 1750 continue de structurer l'historiographie européenne, lorsqu'elle s'attache à penser le monde et ses régions. Depuis lors, la Chine a été là où l'Europe a regardé pour confirmer sa spécificité. La particularité de cette histoire universelle a sans doute été son incroyable succès, qui a reposé sur une rapide diffusion à travers l'Europe dès la seconde moitié du XVIIIe siècle. Mais cette histoire dont l'Europe est l'héroïne s'est également propagée hors de son lieu d'énonciation. La Chine a partiellement réécrit son passé, à la suite de sa rencontre avec l'Occident. Un mouvement similaire a eu lieu au Japon, et presque partout dans le monde. Une diffusion qui, quelques ajustements mis à part, n'a pas radicalement affecté le récit européen. 3 textes s'appliquent ensuite à déconstruire différents mythes de l'histoire de la Chine, et à en identifier à la fois les sources et les déterminants. Jean-Yves Heurtebise, avec une communication sur l'Empire sans l'impérialisme, aux origines du mythe de et de la croyance en l'émergence pacifique chinoise, procède à une généalogie de l'idée d'ascension pacifique, la faisant remonter à la mission jésuite du XVIIe siècle. Il rappelle ainsi que selon René Etiamble, cette image d'un peuple généreux entre tous, sage et pacifique, qu'est-ce sinon 2 siècles après Voltaire, une trace de l'image légendaire que les philosophes s'étaient formés de la Chine et qu'ils avaient imposée à l'Europe? Hui Sung-yang, avec une réflexion sur Fatherland of 5,000 years, A National Identity Myth in Modern China, et en s'appuyant sur les réflexions de Eric Hobsbawm,
met en évidence le fait qu'aussi bien le concept de nation que l'attribution d'une durée de 5000 ans à cette nation correspondent à un véritable roman national, ou encore, suivant les termes de Hobsbawm, à une tradition inventée. Il souligne en outre que d'une part ces deux éléments doivent être compris dans le contexte de la construction d'un sentiment national à partir de la fin de la dynastie Qing, d'autre part qu'ils résultent en bonne partie de l'intensification des contacts de la Chine avec l'Occident, notamment par le biais de traduction. Olga Alexeva, quant à elle, s'attache au rôle de la Chine dans la Grande Guerre. Les enjeux de la nouvelle interprétation de l'histoire nationale opérée par Pékin. Elle met en évidence que l'accent mis en Chine sur le rôle de ces travailleurs durant la Première Guerre mondiale vise à montrer que, dès ce moment, le renouveau de la Chine, après un siècle d'humiliation, est en marche, même s'il faudra attendre la prise du pouvoir par le Parti communiste chinois pour qu'il se concrétise. Elle souligne en outre que cette réévaluation vise à démontrer que les travailleurs chinois étaient des acteurs de ce conflit majeur, de même que la Chine en tant que telle était déjà un acteur du système des relations internationales, et non pas un objet au sein de ce système. Enfin, elle constate que les évolutions de l'historiographie occidentale ne sont elles-mêmes pas étrangères à ces réévaluations, dans la mesure où les historiens occidentaux réexaminent les raisons qui ont propulsé l'Occident au centre de l'histoire mondiale. Les deux textes qui suivent visent quant à eux, à identifier les accentuations spécifiques de l'écriture de l'histoire de la Chine ou du point de vue chinois sur un événement ou une perception en fonction du contexte historique, sous toutes ses dimensions, où travaillent les historiens. Scott Simon s'attache à décortiquer l'évolution de la place des peuples autochtones dans l'historiographie de Taïwan, et constate que cette écriture de l'histoire est intrinsèquement liée aux enjeux politiques. Il distingue plusieurs facettes à cette historiographie. L'historiographie chinoise de l'île sous la dynastie Qing est une saga de l'expansion de la frontière chinoise et de la rencontre entre le monde lettré, Wenhua, et les peuples sauvages, Yi ou Fan sans écriture. L'identification de ces populations comme peuples autochtones semble n'apparaître qu'à la fin du XIXe siècle sous la plume d'un occidental. Ces populations semblent au centre de l'imagination sociologique de la période coloniale japonaise, 1895 à 1945. Elles restent marginalisées dans les discours nationalistes chinois après l'arrivée de la République de Chine, en particulier dans les années 1960 et 1970. La question qui, pour le professeur Simon, se pose à l'heure actuelle est de savoir si les historiens autochtones qui apparaissent peu à peu vont pouvoir sortir de ces cadres. Joseph Eaton, quant à lui, s'attache à identifier les points de vue qui peuvent caractériser l'écriture de l'histoire en Chine continentale et à Taïwan à propos d'un événement, le boycott des Jeux olympiques de Moscou en 1980. Il constate que des deux côtés du détroit de Taïwan, ce sont des considérations de politique intérieure qui ont conduit au boycott, dans une recherche de légitimation de leur régime autoritaire. Dans leur perception de ce boycott et dans leur participation à cette opération lancée par les États-Unis, il s'agit pour la RPC de prendre des distances encore plus grandes avec l'Union soviétique. Par contre, pour la ROC, il s'agit de prendre une certaine distance vis-à-vis des États-Unis et de réaffirmer une identité nationale perçue comme mise au défi par le Comité olympique. Enfin, la dernière réflexion se penche sur le phénomène de la réutilisation de matériaux historiques, dans le contexte de la création artistique. Dans une analyse intitulée « Xingtian dans Anecdotes sur les esprits et les immortels », œuvre de Hu Chunming, un artiste taïwanais. Une mythologie personnalisée à partir d'une source mythique de la Chine antique. Shi Linshu et Kai Sheng mettent en évidence la réutilisation et la réinterprétation d'une figure mythique de l'histoire de Chine à l'aune à la fois d'un destin personnel et d'un destin national. Comme ils l'écrivent, sans doute, l'artiste voit-il en lui un jeune rebelle, tout comme lui-même, contre toutes les formes d'autorité, entre autres, l'autorité paternelle, et l'autorité académique qui bannit notamment des éléments narratifs dans l'art plastique. Mais au fond, avec ce personnage de Xingtian, il s'agirait aussi d'un symbole de révolte à cette même période dite post-loi martiale. Car la voie vers la démocratisation, l'émancipation de toutes contraintes idéologiques et le droit à la liberté d'expression verbale ou de discours, reste encore bloquée par des obstacles. Frédéric Logrand clôture la réflexion en soumettant l'ensemble de ses contributions et réflexions au regard de l'anthropologue.
Connaître la Chine, un demi-siècle de travaux et de questionnements. Qu'entend-on par connaître la Chine? Actualité et pertinence de la question. Thierry Marr. En 1964, 2 ans à peine avant le début de la grande révolution culturelle prolétarienne, paraît à Pékin la première édition des célèbres citations de président Mao, alias le Petit Livre Rouge, qui connaîtra au fil des ans de nombreuses rééditions et des traductions en pas moins de 64 langues. C'est en 1964 également que René Etiamble publie son Petit Livre Vert, Connaissons-nous la Chine? Dans la collection de poche, Idées chez Gallimard. Sauf erreur, ce texte n'a jamais été réédité. Etiamble termine son livre et même la postface de son livre par ces mots qui résument son propos. Connaissons-nous la Chine? Nous la reconnaissons, et la méconnaissons. 1964, c'est en effet l'année de la reconnaissance de la République populaire de Chine par la France du général de Gaulle. Mais la reconnaissance n'implique pas ipso facto la connaissance. Au contraire même puisqu'Etiamble relève la très grande ignorance en France, et en Occident plus généralement, d'une Chine qui apparaît alors mystérieuse, lointaine et surtout fermée. Peu d'Occidentaux s'y sont rendus, mis à part des diplomates et quelques universitaires ou étudiants. Les informations disponibles ici en 1964 sont souvent lacunaires et imprécises, voire quasiment inexistantes dans certains domaines. Seules quelques sources comme les China News Analysis et leurs lanceurs d'alerte, auxquels on peut ajouter le nom de Pierre Ryckman, alias Simon Less, ancien de l'Université catholique de Louvain, trouent quelque peu à l'époque le voile de mystère qui entoure la politique chinoise et la vie des Chinois. Qu'on se rassure toutefois. En France, la lecture des presque 200 pages du livre d'Etiamble devrait permettre d'y voir beaucoup plus clair et d'ainsi cesser de méconnaître la Chine. Remarquons qu'Etiamble, dans son livre, nous initie largement à la pensée et aux traditions chinoises classiques, ce qui lui semble être d'une grande importance pour comprendre cette Chine de 1964 que la France vient de reconnaître. Cette reconnaissance devrait aussi favoriser les échanges, et donc la connaissance réciproque de la Chine et de l'Occident. Aujourd'hui, plus d'un demi-siècle plus tard, connaissons-nous la Chine? Connaissons-nous mieux la Chine? La connaissons-nous enfin? Cette question de la connaissance de la Chine peut paraître bien sûr de façon probablement trompeuse, tout à la fois résolue et dépassée. Question résolue, parce que tout le monde connaît maintenant la Chine ou à tout le moins, croit la connaître, achète et consomme chinois et entend quotidiennement parler d'une Chine, grande puissance dominatrice et omniprésente. Certains même, de retour d'un séjour touristique d'1 ou 2 semaines dans l'Empire du Milieu, assurent fièrement qu'ils ont fait la Chine. Question dépassée ou obsolète, parce que d'une part, les Chinois ont adopté dans une large mesure les aspirations et les comportements des Occidentaux. Selon Jean-Pierre Cabestan, aujourd'hui, en Chine, la priorité est à l'enrichissement personnel et à la consommation. Force est ainsi de constater que l'étrangeté des Chinois s'estompe progressivement au fil du temps. D'autre part, il serait peut-être temps de passer à autre chose que simplement chercher à connaître l'autre. Il faut maintenant traiter avec la Chine, travailler avec elle en la considérant comme partenaire à part au moins égale. Il faudra sans doute pour cela quitter les seuls débats d'érudits. Parcourons rapidement les étapes qui pourraient permettre ce mouvement de dépassement d'un exercice, qui risque sinon de rester purement rhétorique. Nous le ferons en développant quelques remarques autour des verbes suivants, et cela en 4 temps, connaître et comprendre, accepter, relier, raisonner, au sens de résonance, qui serviront de fil rouge. 1. Connaître et comprendre. 1.1. Connaître et comprendre. Généralité. À proximité du verbe connaître, connaissons-nous la Chine, on trouve d'autres verbes tels que savoir, comprendre, expliquer, qui ont des champs lexicaux proches au point qu'ils peuvent parfois se recouvrir et se confondre. Essayons pour commencer d'articuler ces différents verbes en tentant de creuser artificiellement les écarts entre eux. Connaître et savoir désignent des opérations intellectuelles, réalisées dans et par l'esprit d'un sujet, même si forcément le corps joue lui aussi un rôle important. Il s'agit ensuite d'opérations qui laissent généralement le sujet connaissant à distance de l'objet de la connaissance. Même si la connaissance et le savoir s'acquièrent souvent par le dialogue, c'est moi qui possède ce savoir et ces connaissances que je peux bien sûr également partager. Enfin,
ce sont des opérations qui sont a priori de l'ordre de l'empilement, de l'accumulation, de la compilation, addition de paquets de connaissances qui peuvent former à leur tour des savoirs. Le quantitatif y est privilégié. Ainsi, je peux dire que j'ai beaucoup de connaissances dans tel domaine ou que ma connaissance en telle matière est très étendue. Le verbe connaître est un verbe d'action et la connaissance peut dénoter tant d'un processus, cette activité ou cette expérience de connaissance, que son résultat, toujours mobilisable et cumulatif. Ainsi on dira, j'ai acquis des connaissances sur tel sujet. La connaissance en tant que processus évoque l'idée d'une construction et d'une organisation progressive, qui d'ailleurs n'exclut nullement des phases de régression et de doute, et qui implique une constante réintégration des matériaux accumulés. Ajoutons que la connaissance ne part presque jamais de rien. Quand nous disons « je ne connais rien à la Chine », nous nous trompons ou nous mentons ou nous sommes modestes. Beaucoup ont lu le Lotus bleu d'Hergé, ou ont entendu parler des aventures de Marco Polo ou de l'existence d'empereurs en Chine. Tous, nous possédons ce qu'on pourrait appeler un bagage minimal, un fond de connaissances, qui mêle indistinctement éléments réels et imaginaires, c'est-à-dire qui ne résulte pas d'une confrontation avec le réel. Ce savoir, composé souvent pour partie de représentations imaginaires, non expérimentées, engendre parfois des préjugés, sens de préjugement, de jugements posés préalablement à un approfondissement de la connaissance. La connaissance apparaît ainsi comme un formidable jeu de construction qui, pour changer de métaphore, fait feu de tout bois, ou se nourrit à tous les râteliers, même au passage à celui des fake news, consciemment, volontairement ou non. Avec la compréhension, on franchit un pas supplémentaire qui est de l'ordre de l'enlacement, certes toujours intellectuel, de l'autre. Par rapport à la connaissance, la compréhension serait davantage qualitative. Qu'on se réfère à l'étymologie latine comprehendere, saisir ensemble, ou intelligere, mettre des liens entre, relier, il s'agit de saisir par l'intelligence. Par découverte ou par construction, la compréhension permet de relier les éléments de la connaissance entre eux mais aussi de voir comment ils sont connectés à leur environnement, et d'ainsi appréhender le fonctionnement des choses et du monde, et plus spécifiquement, les conduites humaines individuelles et collectives. Il s'agit aussi de répondre aux questions comment et pourquoi, comment fonctionne cet ordinateur et comment l'utiliser. Mais aussi, comment pense et agit telle personne? Pourquoi une voiture peut-elle tomber en panne? Et pourquoi cette personne pense-t-elle et agit-elle ainsi? Ce sont là des questions assez différentes, questions du fonctionnement, questions de l'usage et plus essentielles, questions du sens. Pourquoi cette personne agit-elle ainsi? Revient à se demander, quel sens donne-t-elle à son action et à sa vie? Ces paquets d'informations que j'ai recueillis au fil du temps, quel sens ont-elles? Comment puis-je les lier entre elles, les entrelacer, les assembler et les connecter afin de mieux comprendre l'autre? Notons bien que si l'ordinateur relie et traite des informations, il ne les comprend pas. Seul l'homme est a priori capable de comprendre, de relier mais aussi de donner sens et signification. Ajoutons que la compréhension risque à tout moment de devoir être modifiée, en raison de la confrontation avec l'expérience. Les rapports entre eux sont dialectiques. Bien sûr, et là on se trouve à l'intersection des concepts, une bonne compréhension m'ouvre à une meilleure connaissance de l'autre et ainsi de suite. Dire « je le connais à fond dans tous les détails » est possible si on est passé par la phase de compréhension, si on a trouvé ou inventé des explications, sachant bien que le terme explication évoque généralement des relations causales, souvent non douées a priori de signification. Connaître et surtout comprendre, cela permet de réduire l'incertitude et donc autorise la prévision, voir à l'avance, et la prédiction, dire à l'avance, et donc d'agir de façon idoine. Mais ce qu'on pense gagner d'un côté, la prédictibilité, on risque de le perdre d'un autre. En effet, l'objet à comprendre ne cesse de se dérober, dans la mesure où il est mouvant, fluctuant, changeant. Connaissons-nous et comprenons-nous la Chine? Mais de quelle Chine parle-t-on? Et de quelle époque? La Chine de 2019 n'a plus grand-chose à voir avec celle de 1964, ni a fortiori avec celle de 1949 ou de 1911, et encore moins avec la Chine ancienne ou la Chine antique. Mais la compréhension strictement intellectuelle peut déborder sur l'affectif, sur l'émotif. Quand nous disons par exemple « tu as mal agi mais je te comprends », nous disons deux choses. D'une part, peut-être que si j'avais été toi et connu le même parcours que toi j'aurais fait de même.
Ton comportement a une certaine cohérence, une certaine logique, qui n'est certes pas la mienne mais qui est intelligible, explicable et peut à la limite se défendre. D'autre part, je peux être compréhensif, au sens où je pourrais pardonner, ne fût-ce qu'en partie. En principe, en science, si on parle des sciences dites dures, la compréhension est univoque. Pour ce qui est des humanités, comme on dit aujourd'hui, il en va autrement. Une même réalité humaine peut en effet être comprise, expliquée, interprétée de différentes manières. 1.2. Le débat Bilter-Julien. Ainsi, deux sinologues peuvent tous deux disposer d'excellentes connaissances concernant la Chine, la langue chinoise et la pensée chinoise, avoir emmagasiné un nombre considérable d'informations à leur sujet, et néanmoins s'opposer fortement quant à leur manière de les comprendre. Au départ d'interprétations divergentes des réalités chinoises, ils risquent fort de proposer des visions de la Chine, de sa culture et de sa pensée totalement discordantes. Pour montrer cela, revenons brièvement sur le conflit qui oppose deux éminents sinologues francophones, François Julien et Jean-François Bilter. Le premier, né en 1951, est l'auteur d'environ 45 livres. Le second, né en 1939, a publié une douzaine d'ouvrages dont un contre François Julien en 2006, édition augmentée en 2018. La critique de Bilter à l'égard de Julien est double. N'étant pas sinologues, nous ne prendrons pas parti. Nous nous bornerons à présenter les pièces du dossier. Au lecteur de juger, comme on dit. 1.2.1. Le postulat de l'altérité radicale. Le premier reproche que Bilter adresse à Julien est celui du parti pris ou du postulat non étayé, ou non suffisamment étayé selon lui, de l'altérité radicale de la pensée chinoise par rapport à la pensée occidentale. 4 remarques. Première remarque. En faisant cela, Julien n'innove en rien. Il ne fait que s'inscrire dans une longue tradition de la sinologie française et occidentale. Cet a priori de l'altérité radicale, Bilter en retrace la généalogie dans le premier chapitre de son contre François Julien, en la faisant remonter jusqu'aux penseurs chinois de la période impériale eux-mêmes, tous mandarins ou hauts fonctionnaires de l'Empire, jaloux de la spécificité chinoise, en passant par Hegel et les jésuites, notamment. Cette opinion, dit Bilter, a en Chine des raisons politiques. Pour le dire rapidement, il s'agit de préserver le rôle unique et le pouvoir absolu de l'empereur, en les rendant difficilement acceptables par nous parce qu'ils reposent sur une conception de l'ordre naturel des choses, et non sur une volonté divine ou démocratique. La pensée politique des lettrés, d'inspiration confucianiste, aurait pour fonction de justifier ad nauseam ce pouvoir absolu. Mais il ne s'agit là que d'une partie de la pensée chinoise, certes la partie émergée et réellement active de celle-ci dans l'histoire chinoise. Deuxième remarque. Dans Un sage et sans idée ou l'autre de la philosophie, titre d'un de ses livres, qui est déjà tout un programme, Julien répète le topo de l'opposition entre philosophie occidentale et pensée chinoise, redoublant ainsi la perception d'un fort clivage Chine-Occident. À la suite de Heidegger, de Hegel avant lui, et de tant d'autres, Julien estime ne pas pouvoir élever à la dignité philosophique les textes qui relèvent de la dite pensée chinoise. Quitte à réhabiliter ensuite la sagesse que cette pensée chinoise a patiemment construite, alors que l'occidental lui aurait tourné le dos au profit de la quête de la vérité et de l'être, c'est-à-dire de la philosophie. Julien concède cependant, dans l'un ou l'autre passage de son livre, que de la philosophie a pu exister de manière ponctuelle à différents moments du développement de la pensée chinoise. Ainsi la pensée de Mozi et des moïstes peut-elle être comparée à celle d'Aristote. Ainsi ce passage du texte de Julien, dès lors que en Chine l'argumentation prévaut, que les notions sont définies et que le débat s'organise, du vrai est opposé nommément au faux, des positions sont prises, s'affrontent, sont défendues, et la pensée s'historicise, on a affaire à de la philosophie. Troisième remarque. Opposer continuellement pensée chinoise et philosophie occidentale renvoie à l'illusion d'une solide unité de vue au sein de chacune de ces deux traditions, ce qui est bien sûr totalement erroné. On le sait bien pour la philosophie occidentale. Pourquoi en irait-il autrement en Chine ? Comme la philosophie occidentale, la pensée chinoise est riche de nombreuses écoles. Sous les royaumes combattants 5e-3e siècle AV. J.C. La Chine a connu les 100 écoles dont quelques-unes seulement ont survécu.
La pensée chinoise est grosse de nombreuses tentatives avortées ou sans lendemain allant dans des directions extrêmement diverses, de sorte que des passerelles sont parfaitement possibles entre tel auteur chinois et tel penseur occidental ou telle école. Les exemples sont légion, à commencer par celui des logiciens Gong Sung Long et Zénon Délé et de leur célèbre paradoxe. Il y a probablement beaucoup plus de rapprochements à faire que d'oppositions radicales à dénoncer. Quatrième remarque. Dans le détour et l'accès, Julien présente en quelque sorte son programme. Le détour par la Chine lui permet de trouver un nouvel accès à la philosophie. Par ce détour, il cherche à débusquer et à clarifier ce qu'il nomme l'impensé de la philosophie occidentale, ou le pli, terme emprunté à Deleuze que la pensée occidentale a pris au fil du temps pour se constituer telle qu'elle existe. Mais pour sortir intellectuellement de la philosophie et ainsi mieux la voir de l'extérieur, faut-il nécessairement passer par une autre pensée, la chinoise en l'occurrence ? Certains y sont parvenus sans ce détour. Songeons à Nietzsche, à Heidegger dans une certaine mesure, à Wittgenstein entre autres. De plus, pour mieux faire ressortir les traits de la pensée occidentale, dans un louable souci pédagogique, il peut apparaître nécessaire de creuser les écarts entre pensée chinoise et occidentale, voire de les exagérer. 1.2.2. La posture du philosophe sinologue. Dans le fil de ce qui vient d'être rappelé, le second reproche qu'adresse Bilter à Julien, c'est celui de l'ambiguïté de sa position de philosophe et de sinologue. Julien demande d'ailleurs souvent qu'on mette en italique le « et » entre philosophe et sinologue. Simple coquetterie ? Philosophe, oui, mais est-il aussi original et profond que certains l'affirment ? Sinologue, oui, mais il semble que certaines de ses propositions et certains de ses commentaires soient contestés par plusieurs de ses collègues. Ainsi Jean Lévy, qui a participé à un des colloques organisés par Espace Asie il y a quelques années, se montre-t-il extrêmement critique à l'égard de Julien, notamment au sujet de la lecture du Chuangzi qu'il propose dans son Si parler va sans dire. Quand ces attaques deviennent trop insistantes et précises, Julien a tendance à se réfugier dans son statut de philosophe, allant jusqu'à invoquer son usage de la Chine et de la pensée chinoise comme d'une commodité théorique. Aveu. Pour le non-sinologue, son discours se pare de toutes les apparences du sérieux sinologique. On a même des caractères chinois et des citations en chinois dans ses livres. Vrai ou faux, Bilter va jusqu'à laisser penser que Julien développe son propre discours et l'agrémente de citations courtes soigneusement choisies qui le confirment dans son propos, au lieu de convoquer un texte entier et de se coltiner avec lui pour voir ce qu'il a à dire, ce qu'il a dans le ventre, lui faire cracher sa vérité. Finalement, quand il parle de la Chine comme d'une commodité théorique, on pourrait à la limite en arriver à se demander si ses propos sinologiques ne seraient pas de pure fiction. Et là, le philosophe sans quête de la vérité se trouverait comme pris en défaut. Bien sûr, dira-t-il, son propos essentiel ou l'essentiel de son propos, c'est la quête de l'impensé de la philosophie occidentale, l'étude d'autres configurations qu'elle aurait pu épouser. Mais n'est pas Borges qui veut. Bilter reproche à Julien deux choses, on l'a compris. Le postulat d'une altérité radicale de la pensée chinoise et son usage de celle-ci comme d'une commodité théorique, lorsqu'il se positionne en tant que philosophe. Mais comme à son tour Bilter définit-il son propre travail ? Il s'en explique notamment dans ses études sur Chuang-Tzu. Il s'agit pour lui de partir de l'expérience commune et de textes chinois assez longs, et ensuite de voir comment le texte chinois rend compte de cette expérience. Et il faut faire cela en mettant absolument entre parenthèses les commentaires et les exégèses, tant chinois qu'occidentaux. On évaluera après coup les ressemblances et les différences. Il ne faut donc surtout pas, nous dit-il, partir du postulat d'une altérité radicale, ni bien sûr non plus d'une similitude parfaite, mais se laisser porter par le texte et par ce qu'il a à nous dire. Pari difficile, voire impossible à tenir. On ne peut pas s'empêcher d'avoir des a priori ou des intuitions. Il s'agit de lutter aussi contre un préjugé d'exotisme. Pourquoi la manière qu'a l'autre de penser devrait-elle être très différente de la nôtre, sous-entendu lui être inférieure ? Ainsi par exemple, faute de le comprendre, on a souvent présenté Chuangzi comme un penseur mystique. Il s'agit soit de ramener l'inconnu au connu, Wang Fuzi 1619 à 1692 serait ainsi le Kant chinois,
soit de le maintenir ou de le rejeter dans l'étrangeté, en le présentant sous un jour qui soit le moins rationnel possible. Han Cheng, titulaire de la chaire des histoires intellectuelles de la Chine au Collège de France, va grosso modo dans le même sens que Jean-François Bilter. Elle veut en finir avec le mythe de l'altérité. Comme Édouard Saïd le démontre à propos de l'orientalisme, il s'agit toujours de construire une identité occidentale en l'opposant jusqu'à la caricature à une pseudo-essence orientale, ici chinoise. Comme Saïd, elle lutte contre le binarisme et dénonce le narcissisme occidental. Elle rappelle également, autre mythe, que l'idée d'une Chine plurimillénaire est une invention occidentale qui ne correspond à aucune réalité historique, géographique, humaine ou intellectuelle. Elle plaide pour une multiplicité des Chines et des pensées chinoises et signale qu'U', un courant actuel d'historiens chinois, essaie d'écrire l'histoire de la Chine sans utiliser le mot Chine. Entre la Chine des Han, celle des Ming, la Chine mandchoue ou la Chine mongole de Marco Polo, il n'y a aucun rapport ni territorial ni culturel. Ce mythe d'une Chine multimillénaire a été rapidement adopté et parfaitement intériorisé par nombre d'intellectuels chinois, puis de Chinois. Vu comme une fierté, il sert aujourd'hui un nationalisme largement pratiqué et distillé par les autorités chinoises pour conforter leur pouvoir, alors que cette création occidentale était au départ dénigrante puisqu'elle permettait d'exprimer et d'expliquer l'immobilisme et la stagnation de la Chine. On connaît les expressions fameuses de Chine éternelle et d'empire immobile. 2. Accepter. Avec accepter, on franchit à nouveau un pas supplémentaire. Le philosophe dont il va être question ici, Zhao Tingyang, est chinois. Né en 1961, il est chercheur à l'Académie chinoise des sciences sociales à Pékin. Nous examinerons deux aspects de sa pensée ou deux concepts qu'il développe. Il ne les a pas inventés mais repris et retravaillés. Le concept d'acceptation qui va au-delà de la compréhension, et celui de Tianxia, de tout ce qui est sous le ciel. Même s'ils sont intimement liés, comme nous le verrons, ils seront abordés séparément et successivement. Ces deux concepts engagent une véritable réflexion non plus épistémologique, mais éthique et politique, et même géopolitique. 2.1. Le concept d'acceptation chez Zhao Tingyang. Certes, connaître et comprendre sont importants pour Zhao, mais l'essentiel pour lui consiste à se connaître les uns les autres et à vivre ensemble de façon pacifique et harmonieuse. On est loin du sujet qui cherche à connaître un objet, ou d'un sujet qui tente de se connaître, lui-même étant pris comme objet de sa connaissance. Il faudrait plutôt parler de reconnaissance et d'acceptation, s'accepter les uns les autres. Zhao propose de dépasser la connaissance, à laquelle il reproche son univocité et sa prétention à la vérité, prétention vaine à deux titres. La vérité est inaccessible ou à tout le moins, difficilement accessible, et elle n'est pas l'objectif le plus important à atteindre ou le plus désirable puisqu'elle ne nous aide pas réellement à mieux vivre. Zhao en profite pour décocher quelques flèches contre la philosophie occidentale, à laquelle il reproche sa quête obsessionnelle de la seule vérité et sa défense d'un universalisme qui est en réalité un unilatéralisme, ou un particularisme que l'Occident cherche à imposer et qui pourrait se muer en fondamentalisme. Ainsi la Déclaration universelle des droits de l'homme, dit-il, peut très bien ne pas être appliquée de la même manière par tous ses signataires, en raison de différences parfois sensibles dans la hiérarchie des normes, mais aussi en fonction des contextes culturels et sociaux. Il reproche également à la philosophie occidentale son individualisme, sa défense forcenée de la subjectivité, alors que la pensée chinoise privilégie, l'altérité. S'il faut garder la connaissance, il est impératif qu'elle se construise ensemble, par et dans le dialogue, et qu'elle soit réciproque, que chacun soit à la fois le sujet et l'objet de la connaissance. À la suite d'Alain Le Pichon, Zhao plaide pour une anthropologie réciproque, proche de l'anthropologie symétrique de Bruno Latour, en tout cas dans son projet initial. Quant à la compréhension, elle atteint son plafond de verre avec la sentence fameuse. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.